Je m'appelle Samantha Watson et j'ai 30 ans. Le jour où j'ai ramené à la maison le petit garçon que je venais d'adopter, ma mère l'a regardé une fois, puis m'a fixé comme si j'avais délibérément détruit mon avenir. Tu as perdu la tête. Tu ne peux même pas prendre soin de toi, a-t-elle crié. Quand je lui ai rappelé qu'il était non-verbal, pas sans défense, elle a dit que je choisissais un étranger plutôt que ma propre famille et m'a averti de ne pas revenir si je partais avec lui. Mon père est resté silencieux avant d'hocher lentement la tête en signe d'accord. Ce hochement de tête m'a fait plus mal que ces mots. J'ai pris la main du garçon, j'ai ramassé son sac à dos et je suis parti. Il n'a ni pleuré ni parlé. Il a simplement pressé 2 doigts dans ma paume, notre signal pour dire en sécurité. Le lendemain matin, un SUV de luxe s'est arrêté devant mon appartement. Un homme bien habillé en est sorti avec 2 gardes du corps et a regardé vers l'enfant qui se tenait derrière mon rideau. Avant qu'il n'atteigne ma porte, mon téléphone a explosé d'appels de ma mère et de mon père, les mêmes personnes qui m'avaient renié moins de 12 heures auparavant. Je l'ai laissé sonner. Puis l'étranger a brandi une enveloppe judiciaire scellée et a affirmé que l'adoption n'aurait jamais dû avoir lieu. Pire encore, il connaissait des détails sur ma famille que je n'avais jamais partagés avec personne en dehors d'elle. Je ne savais pas encore que mes parents savaient déjà qui il était, pourquoi il était venu et ce qu'ils espéraient gagner s'ils m'enlevaient le garçon. Avant que je vous dise ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Ces mots apparaissaient sur le document dans la main de l'étranger. Je suis resté derrière ma porte verrouillée, une main autour de mon téléphone et l'autre posée sur l'épaule de l'enfant que j'avais passé presque 1 an à apprendre à comprendre. Il s'appelait Noah. Il avait 6 ans, était affectueux, observateur et complètement non-verbal. Il communiquait par signes, cartes illustrées, dessins et une tablette de génération de paroles introduites par son thérapeute. Le silence n'était pas le vide pour Noah. C'était un langage que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine d'apprendre. L'homme à l'extérieur s'est présenté comme étant Michael et a prétendu être le père biologique de Noah. J'ai reconnu le nom. Michael était le visage public de Meridian Développement, une entreprise dont le logo apparaissait sur des tours de bureaux, des clubs privés et des fondations caritatives dans toute la ville. Ma mère avait un jour montré sa photo dans un magazine et l'avait qualifié de genre d'homme qui pouvait changer l'avenir de toute une famille. Maintenant, il était devant mon appartement, exigeant l'accès à mon enfant. Michael a affirmé qu'il n'avait découvert que récemment l'existence de Noah. Selon lui, la mère biologique de Noah avait dissimulé la grossesse et l'agence d'adoption avait omis de le notifier. Sa voix semblait calme et soigneusement répétée. Un garde est resté à côté du SUV tandis que l'autre surveillait les fenêtres de mon immeuble. Je ne discute pas d'un enfant à travers une porte verrouillée, a dit Michael. Vous avez la pétition. Mes avocats vous contacteront. J'ai répondu que toute communication future passerait par mon avocat, bien que je n'en ai pas encore. Puis j'ai fermé la porte intérieure. À la table de la cuisine, Noah a sélectionné 3 symboles sur sa tablette. Voiture noire Humper. J'ai posé ma main à plat à côté de la sienne. Tu restes avec moi. Personne ne t'emmène aujourd'hui. Il a étudié mon visage avant de presser 2 doigts dans ma paume. En sécurité. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de ma mère, 9 de mon père, et un message qui rendait le timing impossible à ignorer. Mon père avait écrit, « Samantha, s'il te plaît, coopère avec Monsieur Hay. Il peut tous nous aider. Pas aider Noah, pas le protéger, nous aider tous. » J'ai immédiatement contacté Elena Ruiz, l'assistante sociale qui m'avait guidé pour le placement de Noah. L'adoption avait été finalisée 6 semaines plus tôt après des vérifications d'antécédents, des inspections de domicile, des évaluations thérapeutiques et une audience au tribunal. Les dossiers identifiaient le père biologique de Noah comme étant inconnu. Cependant, Elena se souvenait qu'un avocat représentant un père potentiel non nommé avait contacté l'agence des années auparavant, avait demandé si la reconnaissance de paternité deviendrait publique, puis avait disparu lorsque l'agence avait demandé un test ADN. Elle a promis de retrouver le journal de bord original. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Sarah Kim, une avocate en droit de la famille recommandée par mon groupe de soutien à l'adoption. Elle a expliqué que Michael prétendait qu'on lui avait refusé une notification légale. S'il prouvait une fraude ou une défaillance de procédure grave, un juge pourrait réexaminer l'ordonnance d'adoption finale.
Ses avocats ne demandaient pas simplement un droit de visite. Ils voulaient que l'adoption soit suspendue immédiatement et que Noah soit transféré dans une résidence choisie par Michael. Sarah a tapoté la pétition et a dit « Quelqu'un qui cherche une relation demande généralement une introduction progressive. Cet homme exige le contrôle avant que l'enfant ne le connaisse. » Quand je suis rentré à la maison, Noah dessinait à la table de la cuisine. Sa page montrait 2 maisons. L'une était petite et jaune avec une femme tenant la main d'un enfant. L'autre était énorme et grise, entourée de lignes noires. À côté se tenait un homme sans visage. Noah a tapoté la maison jaune, puis sa poitrine. Maison. Ce soir-là, mon père est arrivé avec des provisions et des excuses. Il avait été d'accord avec ma mère quand elle m'avait renié, mais maintenant il voulait que j'écoute Michael. Quand j'ai refusé de le laisser entrer, il a admis la vérité. Son entreprise de fourniture de construction était au bord de la faillite, et Michael lui avait promis un contrat assez important pour effacer toutes ses dettes, à condition que notre famille aide à résoudre le litige de garde discrètement. Moins d'1 jour après avoir rejeté Noah, mes parents avaient mis un prix sur ma reddition. Sarah m'a demandé de conserver chaque message vocal, courriel, document judiciaire et enregistrement de sécurité liés à Michael ou à mes parents. Elle m'a également averti de ne confronter personne de manière émotionnelle. Une phrase sortie de son contexte pourrait être présentée comme la preuve que j'étais instable. 2 jours plus tard, j'ai reçu une motion m'accusant d'empêcher Noah de former un lien nécessaire avec son père biologique. L'équipe juridique de Michael a demandé une évaluation d'urgence de mon domicile, de mes finances, de ma santé mentale et de ma capacité à prendre soin d'un enfant non verbal. Ils l'ont décrit comme un père dévasté qui s'était précipité dès qu'il avait appris la vérité. Ils m'ont décrite comme une femme célibataire avec des ressources limitées qui était devenue trop attachée à un enfant placé sous sa garde. Ma dévotion était recadrée en obsession tandis que sa demande de possession était appelée amour. Sarah a répondu avec les dossiers d'adoption, les rapports de l'enseignant et du thérapeute de Noah, des photographies de son système de communication et la documentation des progrès qu'il avait fait chez moi. Quand Noah est arrivé pour la première fois, il cachait de la nourriture dans les tiroirs, dormait près de la porte de la chambre et paniquait chaque fois qu'un adulte quittait la pièce. Je n'ai jamais exigé d'affection ni ne l'ai forcé à communiquer d'une manière qui me soit confortable. J'ai établi des routines, appris ses signes, assisté à la thérapie et attendu qu'il décide que j'étais en sécurité. Des mois plus tard, il a sélectionné le symbole sur sa tablette en me regardant directement. Michael n'avait rien vu de tout cela. Pourtant, ses avocats ont fait valoir que la biologie, la richesse et un nom de famille célèbre faisaient de lui le parent naturel. Le juge a programmé une audience temporaire et a ordonné une session d'introduction dans un centre familial supervisé. Michael est arrivé 20 minutes en avance avec un avocat, un consultant privé en développement de l'enfant et un photographe. Le centre a refusé de laisser entrer le photographe. Michael a fait semblant d'être surpris, comme si documenter une réunion pour un usage public était parfaitement normal. Noah est entré, me tenant la main et portant sa tablette. Michael s'est accroupi et a ouvert les bras avant que le thérapeute n'ait donné d'instructions. Noah s'est arrêté à plusieurs mètres. Michael l'a appelé mon pote et lui a offert une petite voiture argentée gravée des initiales de la famille. Noah a sélectionné un nom et s'est déplacé derrière moi. Le thérapeute a rappelé à Michael que Noah avait besoin de contrôler la distance entre eux. Michael a souri, mais la chaleur a disparu de ses yeux. Il a passé la majeure partie de la session à décrire l'école privée, l'équipe de thérapie, la chambre, les vacances et les opportunités qu'il pouvait offrir. Il n'a jamais demandé comment Noah signalait sa détresse, quels aliments il évitait, quels symboles il comprenait ou ce qui le faisait se sentir en sécurité. Vers la fin, Noah a disposé des blocs de couleurs en une rangée précise. Michael a tendu la main et les a réarrangés pour former un H. Noah les a balayés de la table et s'est couvert les oreilles. Au lieu de reculer, Michael a regardé vers la fenêtre d'observation et a demandé si Noah réagissait toujours mal aux limites. J'ai calmement expliqué que les arrangements prévisibles aidaient Noah à se réguler et que des changements soudains pouvaient le submerger. Le thérapeute a tout documenté. Dehors, Michael m'a accusé d'apprendre à Noah à avoir peur de lui. Je lui ai rappelé que Noah ne l'avait rencontré que 2 fois et réagissait à un étranger qui ignorait ses signaux. Michael s'est approché. Vous vivez dans un appartement en location. Vous travaillez pour une organisation à but non lucratif. Vous ne pouvez pas me combattre éternellement. J'ai demandé si c'était une menace.
Il a souri et a appelé cela la réalité. Ce soir-là, une enquêtrice de la protection de l'enfance est arrivée après avoir reçu un signalement anonyme alléguant que Noah était isolé, non supervisé et privé de soins médicaux. Les affirmations étaient fausses, mais j'ai autorisé l'inspection. Elle a trouvé une maison sûre, des dossiers de thérapie complets, de la nourriture appropriée, des plannings visuels et un enfant qui utilisait avec confiance sa tablette pour identifier sa chambre, son école et moi. Avant de partir, elle a fait remarquer que la plainte semblait copiée d'un document juridique. Le lendemain matin, ma mère a envoyé un message mentionnant l'enquête avant que je n'en ai parlé à personne, sauf à Sarah. Quand je lui ai demandé comment elle le savait, elle a évité la question et a dit que Michael pourrait faire disparaître la confusion si je coopérais. Sarah a demandé par subpénat des informations sur le signalement. Pendant que nous attendions, mon père a admis que Michael avait également offert à ma mère un poste très bien payé à la fondation de la famille. Elle n'avait aucune qualification pertinente, mais le salaire était plus élevé que tout ce qu'elle avait jamais gagné. Mon père a insisté sur le fait qu'il cherchait une solution qui profite à tout le monde. J'ai demandé comment le fait de retirer Noah du seul foyer stable dont il se souvenait pouvait lui être bénéfique. Mon père a baissé les yeux et a dit « Les enfants s'adaptent. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. » Je lui ai dit que Noah n'était pas une opportunité et lui ai demandé de partir. 3 jours plus tard, le rapport source est arrivé. La plainte anonyme avait été soumise depuis une connexion Internet enregistrée au domicile de mes parents. Sarah m'a conseillé de ne pas accuser mes parents publiquement avant d'avoir tous les dossiers. Au lieu de cela, nous avons demandé au tribunal d'enquêter sur une éventuelle coordination entre Michael, ses avocats et ma famille. Michael a nié savoir quoi que ce soit sur le rapport de la protection de l'enfance. Ma mère a nié l'avoir soumis. Mon père a prétendu qu'un visiteur aurait pu utiliser leur connexion Internet. Leur réponse était possible, mais impossible à croire. Bientôt, une berline est apparue en face de l'école de Noah 3 matins de suite. Un détective privé m'a photographié en train de faire les courses, d'entrer à la clinique de thérapie, de parler avec des voisins et d'être assise seule dans ma voiture après un rendez-vous difficile. L'équipe juridique de Michael a ensuite utilisé des photographies sélectionnées pour suggérer que j'avais l'air épuisé et émotionnellement dépassé. Ils ont exclu les images me montrant assistant à des réunions de soutien, aidant dans la classe de Noah et transportant du matériel de communication dans mon appartement. Le but n'était pas simplement d'en apprendre sur nous. C'était de collecter des fragments de ma vie qui pourraient être montés en preuve. Le tribunal a approuvé des rencontres supervisées supplémentaires. Lors de l'une d'elles, Michael a apporté un nouvel appareil de communication, mais a ignoré le système que Noah connaissait déjà. Lors d'une autre, il a essayé à plusieurs reprises de faire sélectionner à Noah le symbole du père jusqu'à ce que le thérapeute l'arrête. À la session suivante, Michael est arrivé avec ma mère, même si elle n'avait pas été autorisée à y assister. Elle a prétendu qu'elle voulait réparer notre relation et soutenir Noah, bien qu'elle ne se soit jamais excusée de l'avoir rejeté. Dès que Noah l'a vu à côté de Michael, il s'est figé. Il a posé ses 2 mains sur sa tablette et a reculé contre mes jambes. Ma mère s'est approchée quand même. Grand-mère veut seulement aider, a-t-elle dit, tendant la main vers son épaule. Noah s'est laissé tomber par terre, a sélectionné Stop et a appuyé 3 fois sur le bouton. La voix électronique a rempli le couloir. Stop. 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 Le thérapeute a bloqué ma mère et a mis fin à la session. Dehors, ma mère m'a accusé de programmer Noah contre elle. Je lui ai dit qu'elle avait entendu sa réponse et avait simplement refusé de la respecter. L'avocat de Michael a plus tard prétendu que j'avais créé une atmosphère d'hostilité, mais le rapport du centre a confirmé que Noah était devenu en détresse lorsqu'un contact non autorisé avait été tenté et que j'avais suivi toutes les instructions. À la maison, Noah a commencé à dessiner des portes. Chaque dessin montrait une petite silhouette d'un côté et plusieurs adultes de l'autre. Certaines portes n'avaient pas de poignée du côté de l'enfant. Le docteur Lena Morris, sa thérapeute, a expliqué que les enfants qui communiquent visuellement traitent souvent le stress par des symboles répétés. Elle a documenté que le sommeil, l'appétit et la capacité de transition de Noah s'étaient détériorés depuis l'arrivée de Michael. Elle a recommandé un contact plus lent et un respect strict de ses limites. Le consultant privé de Michael n'était pas d'accord, bien qu'il n'ait jamais évalué Noah de manière indépendante. Selon lui, la résistance de Noah pourrait prouver que j'avais créé un attachement exclusif malsain. Chaque signe de confiance entre Noah et moi était transformé en accusation.
Puis Michael nous a invités à un événement caritatif dans un zoo pour enfants privé appartenant à l'un de ses partenaires commerciaux. Son avocat l'a décrit comme une activité publique neutre. Sarah s'y est opposée, mais l'évaluateur du tribunal a cru qu'un environnement détendu pourrait offrir des informations utiles. Nous avons accepté sous des conditions écrites. Pas de presse, pas de contact non supervisé, pas de contact physique sans permission, et pas de présence de mes parents. 2 jours avant la visite, une enveloppe est apparue sous la porte de mon appartement. À l'intérieur se trouvait une photocopie d'un courriel envoyé près de 7 ans plus tôt par Michael à Douglas Crane, l'avocat qui siégeait maintenant à sa table juridique. Il disait « Confirmez si l'agence peut relier l'enfant à moi sans un test volontaire. N'utilisez pas l'adresse de mon entreprise. Je ne veux pas que cela soit attaché à mon nom. » La date était 4 mois après la naissance de Noah. Si authentique, cela prouvait que Michael connaissait la possibilité d'un enfant bien avant qu'il ne prétende avoir découvert Noah. Sarah a averti qu'une photocopie anonyme ne suffisait pas. Nous avions besoin de métadonnées, d'un compte original ou d'un témoin. Elle a déposé une demande de communication de pièces élargie. Les avocats de Michael ont immédiatement essayé de la bloquer. Ma mère a alors commencé à envoyer des messages frénétiques me disant d'arrêter de fouiner dans les affaires de personnes puissantes. Mon père a appelé tard un soir et a murmuré que les événements étaient allés plus loin que ce à quoi il s'attendait. Avant que je puisse le questionner, ma mère a pris le téléphone et a mis fin à l'appel. Le jour suivant, l'entreprise de Michael a annoncé publiquement un partenariat avec l'entreprise en difficulté de mon père. Ma mère est apparue à l'événement tandis que Michael louait l'importance de protéger les héritages familiaux. Tous les 3 ont souri pour les photographes comme s'ils avaient déjà gagné. Ce soir-là, Noah a rangé ses cartes illustrées pour notre routine. Bain, pyjama, histoire, musique, lit. Sa vie semblait plus sûre quand il savait ce qui allait suivre. La mienne était devenue une série d'attaques que je ne pouvais pas prédire. Je me demandais comment une personne ordinaire pouvait prouver que la richesse, le contrôle et la biologie n'étaient pas la même chose que l'amour. La réponse a commencé à se former le lendemain matin quand Noah a dessiné la petite voiture argentée de Michael à l'intérieur d'une poubelle. Le zoo pour enfants était fermé au public lorsque nous sommes arrivés. Bien que l'avocat de Michael ait décrit la sortie comme un événement communautaire ordinaire, des employés gardaient chaque entrée, une sécurité privée patrouillait les allées, et plusieurs personnes portant des badges de la fondation portaient des appareils photo professionnels. Sarah s'est immédiatement opposée. Michael a insisté sur le fait que les appareils photo documentaient le programme caritatif plutôt que Noah, mais il se tournait régulièrement vers nous. Je voulais partir, mais le faire aurait permis à ses avocats de m'accuser de saboter une autre visite. Nous avons continué sous une supervision plus stricte. Noah est resté à côté de moi lorsque nous sommes entrés dans l'enclos des chèvres. Il aimait nourrir les chèvres parce que chaque interaction avait un début et une fin prévisibles. Il a sélectionné chèvre sur sa tablette et a souri quand l'une d'elles a pris de la laitue de sa main. Pendant plusieurs minutes, la tension s'est relâchée. Puis Michael est entré dans l'enclos malgré les instructions de rester à côté de l'évaluateur. Il s'est agenouillé près de Noah et a offert un autre morceau de laitue. Noah l'a accepté sans le regarder. Michael a jeté un coup d'œil vers un appareil photo, a passé un bras autour de la taille de Noah et l'a soulevé. Le corps de Noah s'est raidi. Sa tablette est tombée dans la paille. Il a frappé l'épaule de Michael avec la main ouverte, non pas comme une attaque, mais comme son seul moyen immédiat de communiquer. J'ai ordonné à Michael de le reposer. Le superviseur a répété l'instruction. Michael a tenu Noah assez longtemps pour que les appareils photo capturent ce qui ressemblait à un père réconfortant un enfant en détresse. Quand Noah s'est libéré en se tortillant, il a couru derrière moi et s'est couvert les oreilles. Je lui ai rendu sa tablette et il a sélectionné le stop, pas toucher et maison. L'expression de Michael s'est durcie. Vous lui avez appris ça, a-t-il dit. Je lui ai rappelé qu'on lui avait explicitement dit de ne pas soulever Noah. Michael s'est approché et 2 agents de sécurité se sont déplacés avec lui. Je me suis mis entre eux et Noah. De loin, on aurait pu croire que je provoquais la confrontation. C'était exactement ce qu'il voulait. Un employé du zoo nous a demandé de partir, mais Michael a prétendu que je perturbais une réunion de famille privée. Un garde s'est avancé vers mon bras. Sarah est intervenue, a annoncé que la visite était supervisée par le tribunal et a exigé que tout le monde recule. L'évaluateur a mis fin à la sortie et a ordonné que tous les enregistrements soient conservés. À midi,
Un clip de 20 secondes est apparu en ligne. Il commençait après que Michael ait soulevé Noah et se terminait avant que Noah n'utilise sa tablette. La vidéo montée me montrait me précipitant vers un homme calme et arrachant l'enfant. La légende accusait une mère adoptive d'empêcher un père biologique de réconforter son enfant. En quelques heures, des étrangers m'ont traité d'égoïste, d'instable et d'intéressé uniquement par le soutien financier. Ma mère a posté que la vérité finissait toujours par exposer les personnes possessives. Sarah a déposé une motion d'urgence demandant les enregistrements complets. La fondation de Michael a prétendu que les images appartenaient à un sous-traitant externe. Le sous-traitant a prétendu qu'une défaillance technique avait effacé plusieurs fichiers. Heureusement, le zoo maintenait des caméras de sécurité séparées. L'une a capturé tout l'enclos, y compris Michael vérifiant la position des photographes, ignorant les instructions, soulevant Noah sans permission et refusant de le relâcher immédiatement. Une autre montrait ses gardes s'avançant vers moi. Les images non montées ont inversé le sens de l'événement. Sarah les a soumises sous scellé et a demandé que tout contact soit suspendu. Ce soir-là, une femme nommée Claire Bennett m'a appelé. Elle avait été l'assistante de direction de Michael pendant 9 ans et était partie après avoir refusé de détruire des dossiers liés à ce qu'il appelait le problème Noah. Claire a admis qu'elle avait livré le courriel photocopié. La vidéo montée du zoo l'a convaincu que Michael utilisait la même stratégie qu'en affaires, créer l'apparence de la coopération, provoquer une réaction, enregistrer uniquement la réaction et discréditer l'autre personne. Elle possédait des courriels archivés, des factures, des entrées de calendrier et un mémo vocal qu'il avait dicté des années auparavant. Elle a accepté de rencontrer Sarah après avoir reçu une protection juridique. Les dossiers prouvaient que Michael avait appris l'existence de Noah peu après sa naissance. La mère biologique de Noah avait contacté son avocat. Mais Michael a refusé un test de paternité parce qu'il négociait une fusion et se préparait à se marier dans une autre famille riche. Il a ordonné à Douglas Crane d'empêcher son nom d'entrer dans tout dossier d'agence. Lorsque Noah est entré plus tard en famille d'accueil, Michael a reçu un autre avis et l'a ignoré. Le mémo vocal était pire. Michael disait que reconnaître un enfant non-verbal créerait des questions dont les investisseurs n'avaient pas besoin et que l'affaire devait rester enterrée à moins qu'elle ne devienne financièrement pertinente. Claire a ensuite révélé pourquoi Noah était soudainement devenu pertinent. Le père de Michael était décédé 8 mois plus tôt, et en vertu d'une clause du trust familial, une partie des actions de contrôle de l'entreprise pouvait être transférée loin de Michael à moins qu'il ne reconnaisse légalement chaque héritier biologique vivant avant la fin de l'année. Michael n'était pas revenu parce qu'il ressentait soudainement de l'amour ou du regret. Il était revenu parce que des millions de dollars en contrôle de vote dépendaient de la reconnaissance de Noah comme héritier. Claire possédait également des courriels entre Michael et ma mère. Il lui avait promis un poste à la fondation et avait accepté de sauver l'entreprise de mon père. En retour, elle fournissait des informations sur mes finances, ma thérapie d'enfance, mes relations, mon horaire de travail et mes insécurités. Elle avait suggéré de déposer une plainte à la protection de l'enfance car même une enquête infructueuse pouvait créer un doute au tribunal. Mon père avait été mis en copie de plusieurs messages et n'avait jamais objecté. Ma mère avait remis à un étranger puissant une carte de tous les endroits vulnérables de ma vie. Sarah m'a demandé si je voulais me venger. J'ai dit que je n'avais pas besoin d'inventer une punition. J'avais besoin que la vérité soit placée là où leur argent ne pourrait plus la cacher. Les avocats de l'entreprise de Michael remplissaient un côté de la salle d'audience. Mes parents étaient assis derrière eux. Ma mère portait un tailleur crème coûteux acheté pour son poste à la fondation tandis que mon père gardait les yeux baissés. Michael est entré sans son équipe de sécurité et a regardé le juge avec une préoccupation étudiée. Sarah m'avait prévenu que les gens riches perdaient rarement le contrôle en un seul moment dramatique. Ils le perdaient un fait vérifié à la fois. L'avocat de Michael a commencé par le décrire comme un père privé d'informations et moi comme une femme financièrement précaire, peu disposée à accepter l'identité biologique de Noah. Il a utilisé l'enquête de la protection de l'enfance, les rencontres supervisées et la confrontation aux zoo pour suggérer une instabilité. Puis il a appelé ma mère. Véronica a juré de dire la vérité et a commencé à démanteler mon caractère avec la confiance de quelqu'un qui croyait que le fait d'être ma mère lui donnait la permission de réécrire ma vie. Elle a mentionné l'anxiété que j'avais éprouvée à l'université, une relation qui s'était terminée des années plus tôt, et une période où j'avais eu 2 emplois pour payer le loyer. Elle a prétendu que j'avais adopté Noah pour combler un vide émotionnel et que je devenais hostile chaque fois que quelqu'un me questionnait. Lorsqu'on lui a demandé si je pouvais offrir une stabilité à long terme,
elle a baissé les yeux et a dit « J'aime ma fille, mais l'amour ne peut pas la rendre capable. » Je me suis souvenu d'une vie entière passée à la laisser choisir mes vêtements, mon éducation, ma carrière et mon appartement parce que résister créait toujours un conflit plus grand. Elle m'avait entraîné à confondre l'obéissance avec la paix. Maintenant, elle s'attendait à ce que je renonce à Noah pour la même raison. Sarah a commencé son contre-interrogatoire en demandant quand ma mère avait visité mon appartement pour la dernière fois. Elle a admis qu'elle n'y était jamais entrée après l'emménagement de Noah. Elle n'avait jamais assisté à la thérapie, parlé à son professeur, appris son système de communication ou suivi de formations liées aux enfants non-verbaux. Puis Sarah a affiché le contrat lui offrant un salaire de fondation conditionné à une coordination familiale réussie. Ma mère a prétendu que le poste n'avait aucun lien. Sarah a présenté les courriels dans lesquels elle fournissait mes informations privées, promettait de m'influencer et recommandait une plainte anonyme à la protection de l'enfance. Des experts indépendants avaient vérifié les métadonnées, et Claire avait authentifié l'archive. L'avocat de Michael a objecté à plusieurs reprises, mais le juge a autorisé les preuves. Mon père a témoigné ensuite. Au début, il a prétendu qu'il n'avait pas lu attentivement les courriels et croyait que la proposition de Michael créerait une solution pacifique. Sarah a affiché son message. Samantha se battra, mais la pression financière pourrait la rendre réaliste. Il a finalement admis qu'il savait que Michael prévoyait de contester mes revenus, mon logement et ma capacité à payer des soins spécialisés. Mes parents croyaient que si j'avais assez peur, j'accepterais un règlement privé. En retour, Michael sauverait l'entreprise de mon père et emploierait ma mère. Le juge a demandé s'il comprenait que leur plan pourrait retirer un enfant vulnérable d'un foyer stable. Mon père a murmuré oui. Ma mère a interrompu en disant qu'il voulait que Noah ait une vie meilleure. Le juge lui a ordonné de se taire. Michael a témoigné après le déjeuner. Il a affirmé qu'il n'avait jamais su avec certitude que Noah était son enfant et a décrit les anciens courriels comme des questions juridiques préliminaires. Il a nié se soucier de la clause du trust et a insisté sur le fait qu'il voulait seulement devenir le père que Noah méritait. Sarah n'a pas discuté de ses émotions prétendues. Elle a présenté des dates. Il a reçu une lettre identifiant la date de naissance de Noah et son statut de placement. 2 jours plus tard, il a demandé si la paternité pourrait devenir publique. Son avocat a contacté l'agence anonymement et a reçu une demande d'échantillon d'ADN. Le jour suivant, Michael lui a ordonné de mettre fin à la communication. Des années plus tard, il a reçu un autre avis lorsque la mère biologique de Noah a renoncé définitivement à ses droits. Encore une fois, il n'a rien fait. C'est seulement après la mort de son père et le début de l'échéance du trust que Michael a engagé des enquêteurs pour localiser Noah. Sarah a ensuite joué le mémo vocal dans lequel il disait que la situation devait rester enterrée à moins que Noah ne devienne financièrement pertinent. Pour la première fois, Michael a cessé de regarder le juge. Les factures de l'entreprise ont montré que Meridian avait payé pour le détective privé, l'équipe médiatique du zoo et le consultant qui avait écrit sur Noah sans l'examiner. Claire a témoigné que Michael avait ordonné aux employés de créer un récit de réunion pour le conseil d'administration de l'entreprise parce que reconnaître Noah protégerait ses actions de contrôle. Son avocat l'a attaqué en la qualifiant d'ancienne employée amère, mais Sarah a produit la lettre de démission de Claire, écrite des mois avant le litige de garde, documentant ses préoccupations concernant la destruction de dossiers et l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise. Le docteur Lena Morris a expliqué le système de communication de Noah et a confirmé que non-verbal ne signifiait pas incapable de comprendre, de choisir ou de fixer des limites. Elle a décrit ses progrès sous ma garde et la régression suite aux apparitions soudaines de Michael. Le thérapeute du centre familial a témoigné que j'encourageais un contact progressif tandis que Michael faisait pression sur Noah pour qu'il manifeste de l'affection. L'évaluateur du zoo a confirmé que Michael avait violé l'accord écrit de non-contact physique. La vidéo de sécurité complète a ensuite été diffusée. Tout le monde a regardé Michael vérifier la caméra, soulever Noah, ignorer 2 instructions et le tenir jusqu'à ce que sa détresse devienne visible. L'enregistrement a capturé Noah utilisant sa tablette. Stop. Pas touché. Maison. L'avocat de Michael a soutenu qu'une interaction difficile ne pouvait pas effacer les droits biologiques. Sarah a acquiescé, puis a rappelé au tribunal que Michael n'était pas jugé pour une seule interaction. Il était jugé pour des années d'absence informée, une tromperie récente, la manipulation de la détresse d'un enfant et un effort pour obtenir la garde pour un contrôle financier. Le dernier témoin était Elena Ruiz.
Elle a produit le journal de l'agence confirmant que le représentant de Michael les avait contactés des années plus tôt et avait été invité à établir sa paternité. L'agence n'avait pas caché Noah. Michael avait choisi de ne pas s'identifier. Sa prétention de notification défectueuse dépendait de la présentation de sa propre dissimulation comme l'échec de quelqu'un d'autre. Le juge a suspendu l'audience pour 2 heures. J'ai attendu dans une pièce privée avec Noah, qui avait été protégé de l'audience. Il a arrangé des lettres magnétiques sur un tableau, a placé un S à côté d'un N et a dessiné un carré autour des deux. Puis il a sélectionné maison B et ensemble sur sa tablette. Peu avant 17 heures, le juge est revenu. Elle a statué que Michael n'avait pas réussi à prouver que l'adoption résultait d'une fraude de l'agence ou de ma part. Les preuves ont montré qu'il avait eu plusieurs occasions de faire valoir sa paternité, mais qu'il avait délibérément évité de le faire. Sa demande d'annulation de l'adoption a été rejetée. Son droit de visite temporaire a été suspendu en attendant une évaluation indépendante car il avait violé à plusieurs reprises les limites professionnelles et utilisé la détresse de Noah à des fins stratégiques. Michael et ses représentants se sont vus interdire d'approcher le domicile, l'école ou le centre de thérapie de Noah. Le juge a renvoyé les preuves concernant les fausses déclarations, les dossiers dissimulés et les déclarations sous serment trompeuses aux autorités compétentes. Elle a ordonné à Michael de payer une partie substantielle de mes frais de justice et a formellement décrit le témoignage de ma mère comme étant compromis par des intérêts financiers non divulgués. Michael n'a pas perdu parce que j'avais plus d'argent ou d'influence. Il a perdu parce que chaque mensonge nécessitait un document, chaque performance nécessitait une caméra, et chaque transaction laissait une trace. La décision n'a pas tout terminé immédiatement, mais elle a détruit la capacité de Michael à contrôler l'histoire. Les preuves de Claire ont montré que les fonds de l'entreprise avaient financé la surveillance privée, la pression juridique, la publicité et la visite mise en scène aux zoos. Les administrateurs indépendants de Meridian ont ouvert une enquête. Michael a d'abord annoncé un congé temporaire pour se concentrer sur les questions familiales. 2 semaines plus tard, le conseil d'administration l'a démis de ses fonctions de directeur général et a suspendu son autorité de vote pendant que les auditeurs examinaient les divulgations du trust. La clause de succession qu'il avait tenté de protéger est devenue la raison pour laquelle sa dissimulation a fait l'objet d'un examen plus approfondi. Parce qu'il avait refusé de reconnaître Noah lorsque cela semblait inopportun, les fiduciaires ont contesté sa tentative ultérieure de réclamer des avantages par son intermédiaire. Je n'ai jamais appris tous les détails financiers, et je n'en avais pas besoin. Le résultat important était que Noah n'était plus utile comme chemin vers le contrôle de l'entreprise par Michael. Sans cette incitation, Michael a abandonné sa demande de garde. Ses avocats ont offert un règlement confidentiel si j'acceptais de ne jamais discuter de l'affaire. Sarah a rejeté toute condition limitant ma capacité à protéger Noah ou à coopérer avec les enquêteurs. Michael a finalement retiré ses demandes restantes. Tout contact futur nécessiterait une approbation thérapeutique, la preuve d'un changement durable et un nouvel examen par le tribunal. Il ne pouvait plus arriver avec un SUV, des caméras et des gardes du corps, et exiger de l'affection parce que la biologie lui donnait une histoire dramatique. Il devrait accepter la leçon que Noah a communiquée depuis le début. Non signifie non, et la confiance ne peut pas être prise. Ma mère a perdu son poste à la fondation avant son premier jour officiel. Le contrat contenait une clause d'éthique et les courriels prouvaient qu'elle avait obtenu le poste en partageant des informations privées et en interférant dans une affaire familiale. Elle a appelé à plusieurs reprises, d'abord en colère, puis en s'excusant, puis de nouveau en colère. Dans un message vocal, elle a dit que je l'avais humiliée devant la communauté. Je n'avais rien rendu public. Son humiliation venait des personnes impliquées qui avaient découvert ce qu'elle avait fait. Elle voulait que je porte la responsabilité des conséquences créées par ses propres choix. J'ai refusé. Le contrat de fourniture de mon père a disparu après que Michael ait perdu son autorité chez Meridian. Son entreprise est entrée en restructuration des mois plus tard. Il a demandé à me voir seul et a admis qu'il considérait l'offre de Michael comme la dernière chance de sauver tout ce qu'il avait construit. Il a prétendu n'avoir jamais cru que Michael retirerait vraiment Noah de ma maison. J'ai demandé pourquoi il avait partagé mes informations financières, soutenu une fausse plainte à la protection de l'enfance et témoigné contre ma stabilité. Il a dit qu'il s'attendait à ce que l'affaire se termine par un compromis. Un compromis pour qui ? Ai-je demandé. Il n'avait pas de réponse. Je lui ai dit que rester silencieux pendant que quelqu'un fait du mal à votre famille est toujours une décision. Son hochement de tête la nuit où ma mère m'a renié m'avait brisé le cœur.
Son silence pendant leur arrangement a failli briser mon foyer. Je n'étais pas prête à lui pardonner simplement parce que le plan avait échoué. J'ai mis fin au contact avec mes deux parents, changé les serrures, mis à jour la liste de ramassage scolaire de Noah et donné des copies de l'ordonnance du tribunal à son thérapeute et à son programme de garde d'enfants. Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'expliquer les limites à des personnes déterminées à les franchir. 6 mois plus tard, Noah et moi avons emménagé dans une modeste maison de ville avec une cour clôturée. Ce n'était pas un manoir, et aucun garde ne se tenait à l'extérieur. Noah a choisi la couleur de sa chambre, a rangé ses livres par taille et a placé sa tablette sur une station de charge qu'il pouvait atteindre seul. Ces progrès ne sont pas arrivés sous la forme d'une phrase parlée miraculeuse. La parole n'a jamais été la mesure de son intelligence ou de sa valeur. Il a élargi son vocabulaire sur la tablette, appris de nouveaux signes et commencé à taper de courts messages. Un soir, je l'ai trouvé en train de recréer le dessin qu'il avait fait après la première apparition de Michael. Il y avait toujours 2 silhouettes, mais l'énorme maison grise avait disparu. La maison jaune était plus grande avec 2 fenêtres et une porte bleue. Noah a tapé un message et a tourné l'écran vers moi. Notre maison. J'ai pleuré parce qu'il avait choisi ses propres mots à sa manière, et personne ne pouvait prétendre ne pas les comprendre. Les gens demandent parfois si je me suis vengé de Michael ou de mes parents. Je n'ai pas détruit leur carrière, leur contrat ou leur relation. J'ai simplement arrêté de les protéger de la vérité. Michael a perdu son autorité parce qu'il a traité un enfant comme un actif financier. Ma mère a perdu sa fille parce qu'elle a traité la loyauté comme quelque chose qui pouvait être acheté. Mon père a perdu sa place dans nos vies parce qu'il a regardé la trahison se produire et l'a appelé compromis. Leur punition était le coup naturel de croire que Noah et moi étions trop effrayés, ordinaires ou impuissants pour résister. La famille ne se définit pas seulement par le sang, la richesse ou les titres revendiqués au tribunal. Elle se construit par la patience, la responsabilité, le respect et la volonté d'écouter. Même lorsque quelqu'un communique sans parler. Noah n'avait pas besoin d'un homme puissant pour lui donner une identité. Il avait besoin d'adultes qui respectaient l'identité qu'il avait déjà. Je me suis un jour demandé si le protéger me rendait égoïste. Maintenant, je comprends que le véritable amour n'exige pas la possession. Il crée la sécurité et donne à une autre personne l'espace pour choisir. Peut-être que le pardon signifiera un jour libérer ma colère sans rouvrir la porte. Mais oublier leur apprendrait que les limites disparaissent quand assez de temps passe. Certaines portes devraient rester fermées non par amertume mais parce que la paix mérite d'être protégée. Dites-moi dans les commentaires, leur auriez-vous donné une autre chance ou seriez-vous parti exactement comme je l'ai fait? Nous vous remercions d'être restés avec cette histoire jusqu'à la fin. La vidéo fictive a été créée uniquement à des fins éducatives, de divertissement et de narration dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappelle que les personnes qui vous ont un jour fait sentir insignifiant ne peuvent pas revenir simplement parce qu'elles ont finalement réalisé votre valeur après l'avoir perdue.